Bienvenue sur ma chaîne, Bulletin Météo Prophétique. Je salue évidemment les habituels, les occasionnels, mais également ceux qui arrivent sur ma chaîne pour la première fois. Nous allons traiter aujourd'hui du sujet des objets connectés. C'est un sujet très à la mode puisqu'il partage notre quotidien depuis maintenant une vingtaine, voire même une trentaine d'années. Seulement, on va se poser des questions pour savoir dans quel but ils ont été créés et quelles dérives cela peut entraîner. D'ailleurs, étonnamment, vous serez surpris de voir que la Bible nous en parle de manière très précise. C'est pourquoi je vous propose, avant de commencer, de demander à Dieu de nous conduire dans cette étude pour voir si nous pouvons en tirer des conclusions. Notre Père qui es aux cieux, nous te prions au nom de Jésus ton Fils, afin que tu nous conduises dans cette étude et que nous soyons pleinement animés par ton esprit. Donne-nous de la sagesse et du discernement, afin de voir les signes de temps et que nous puissions le partager avec le plus grand nombre. Ouvre les yeux et les oreilles de ceux qui nous écoutent, afin qu'ils soient touchés par ta grâce. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Nous vivons avec des objets connectés depuis maintenant une vingtaine, voire même une trentaine d'années. Ça a été pour nous une révolution. Nous l'avons découvert d'abord à travers le divertissement et très vite c'est devenu un élément central de la communication, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Mais nous allons vite découvrir à travers cette revue de presse que Internet a été inventé à la fin des années 60. Mais pour quelle raison? Moi, personnellement, je me suis toujours intéressé et demandé pourquoi on appelait ça la toile. La toile fait donc référence à une araignée. Mais qui cherche-t-on à attraper dans les filets, sur cette toile d'araignée? Car quand une araignée construit une toile, c'est pour attraper ses proies. Qui sont donc les proies aujourd'hui d'Internet? Nous allons le voir à travers cette revue de presse. Dans les années 70, ARPANET est un système qui permet l'envoi, la réception et l'enregistrement de données scientifiques de l'armée. Le réseau n'a jamais servi à rien d'autre qu'à un échange informatisé de données scientifiques à but militaire entre les institutions composant ARPANET. Nous comprenons donc que, effectivement, le but de la création de l'ancêtre d'Internet, c'est un but militaire. Et ce n'est pas du tout un but de divertissement. Il y avait donc une idée derrière tout ça. Et très vite, cela fait scandale. C'est la raison pour laquelle, si vous l'ignorez, Richard Nixon, président des États-Unis à l'époque, a dû démissionner suite à l'affaire qu'on a appelée le Watergate et ARPANET. Effectivement, il y a eu des fuites qui ont créé un scandale et très vite, les journalistes de l'époque ont suspecté qu'il y avait une surveillance de grande ampleur sur Internet à travers ce nouvel outil technologique. Et ce journaliste, le même, se pose même la question, qui sera le prochain Nixon? Pourra-t-il ordonner qu'ARPANET, donc Internet, devienne un instrument de police, informant instantanément toute agence gouvernementale de tout ce qu'il y a à savoir à propos de chaque citoyen américain? Ce qu'il ne savait pas, c'est que Internet allait devenir mondial. En effet, tout le monde sait aujourd'hui, lorsqu'on navigue sur les sites web, qu'il y a des cookies. Et ces cookies sont simplement des traceurs qui permettent d'envoyer à ceux qui hébergent ces sites quelles sont nos habitudes de navigation. Et c'est en ça que c'est vraiment très curieux qu'ils ont voulu ouvrir Internet au grand public. La conclusion d'une étude menée par 3 chercheurs de l'université de Princeton aux États-Unis a arrivé à la conclusion suivante. C'est que sur 50 000 plus gros sites référencés par Alexa, ils ont constaté que 482 d'entre eux étaient des clients de l'un des 7 plus gros fournisseurs de petits mouchards. C'est-à-dire, sur les pages web, il y a des codes JavaScript qui permettent de suivre en fait ce que vous faites sur Internet. Et on se rend compte que tous sont clients de ces fournisseurs de mouchards, que ce soit Intel, Gap, Windows, Toys R Us, Logitech, Adidas, Bose et j'en passe. Quasiment toutes les grandes entreprises de ce monde mettent en place ces cookies pour pouvoir comprendre ce que vous faites, qui vous êtes et comment ils peuvent vous vendre leurs marchandises. D'ailleurs, on voit que l'évolution d'Internet a pris un essor monumental. Pas plus tard qu'au mois de juin
Donc nous y sommes. Le Sénat en France valide l'activation à distance du micro et de la caméra de votre téléphone. En effet, en France maintenant, il sera possible pour des raisons pénales de pouvoir surveiller certaines personnes qu'on suspecte d'être des ennemis de la nation. Alors pour l'instant, ils nous disent, ne vous inquiétez pas, ce sera uniquement pour les cas les plus graves. Mais des promesses, on en a eu plein de la part des différents gouvernements, de droite comme de gauche. Et nous savons que la plupart du temps, ils ne suivent pas leurs promesses. D'ailleurs, le gouvernement suivant n'a pas promis ce que le précédent a fait. Donc il est totalement libre de faire ce qu'il veut. Donc je ne sais pas s'il faut croire ce qui est écrit. Néanmoins, au nom de la sécurité nationale, dans le cadre de certaines enquêtes de terrorisme, de délinquance et de crimes organisés, et ce, à l'insu des personnes visées, il est possible maintenant d'allumer le micro et la caméra de votre téléphone ou de votre ordinateur à distance. Ceci est dénoncé par l'Observatoire des libertés et du numérique. Cette disposition devra néanmoins être approuvée par un juge. Mais les juges, on le sait, vont souvent aller dans le sens de cette surveillance, surtout quand il s'agit de terrorisme et que la nation est en danger. D'ailleurs, l'article nous dit que ces techniques sont déjà appliquées. Il fallait simplement maintenant les légaliser. C'est ce qui a été fait récemment. Un simple feu vert d'un juge suffira à activer ce dispositif. L'article poursuit en disant que la reconnaissance faciale fera partie des objets connectés qui seront utilisés pour la surveillance de la population. D'ailleurs, à l'Assemblée, les débats ont tourné autour du caractère biométrique ou non des outils utilisés. Et les députés de l'opposition ont tenté de circonscrire davantage l'expérimentation, de la cantonner aux abandons de bagages, imposer à l'État le fait qu'il soit seul responsable des données. Mais en vrai, sans succès, car l'État va déléguer à des entreprises privées la tâche de vous surveiller. Et ces entreprises privées ont pour but de faire de l'argent. Et n'hésiteront pas à la revendre de manière légale ou illégale à tous ceux qui souhaiteraient avoir accès à votre vie privée. Le Conseil d'État a lui-même été interrogé face à ces lois pour savoir s'ils avaient le droit d'utiliser notamment les drones et les vidéosurveillances. Et qu'est-ce qu'a répondu le Conseil d'État? Bien sûr que oui, il est possible pour les forces de l'ordre d'utiliser ces objets connectés. C'est ainsi que, pour eux, il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de l'utilisation de ces objets connectés. Donc, les objets connectés menacent directement votre vie privée. Le Conseil d'État, évidemment, dit bien que les décrets qui autorisent les policiers, les gendarmes, les douaniers, les militaires, au nom de la sécurité des personnes et des biens, au nom de la sécurité des rassemblements sur la voie publique, à vous surveiller est tout à fait légal et que nous ne pouvons pas le contester. Les forces de l'ordre peuvent aussi bien employer des petits aéronefs télécommandés, ce sont les drones, pour la prévention d'actes de terrorisme, la régulation des flux de transport, la surveillance des frontières. Donc, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que les objets connectés ont pour but initial de surveiller la population et non pas de vous divertir. Aux États-Unis, d'ailleurs, la reconnaissance faciale a déjà pris de l'avance. Dans les aéroports, cela passe à la vitesse supérieure. Cela est déjà, sur une base volontaire, expérimenté. Ça veut dire quoi? Que concrètement, juste avant de passer les divers points de contrôle dans les aéroports, le passager peut, sur la base du volontariat, scanner sa pièce d'identité, regarder une caméra et pendant quelques secondes, elle sera tout de suite scannée. Cette démarche permet de faire correspondre son visage avec sa pièce d'identité. Et le visage deviendra alors l'unique document pour circuler à l'intérieur de l'aéroport. N'est-ce pas formidable? Ce qui est présenté comme étant une évolution, comme étant quelque chose de facilitateur, va devenir en fait comme un boomerang vers vous pour vous dire que vous êtes maintenant surveillé. Et on vous a enregistré, vous faites partie maintenant des registres de l'aéroport et nous sommes capables de vous suivre en temps réel. Et effectivement, à Paris, évidemment, c'est déjà en test depuis mars 2021. Et les passagers majeurs volontaires, et notamment ceux qui ont déjà pris Air Caraïbes ou French Bee, peuvent en témoigner.
Cette nouvelle technologie pose la question de la protection des données personnelles. Mais Aéroport de Paris précise sur son site que ces données sont automatiquement effacées après le décollage de vol. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas garder ces informations. Si vous voulez y croire, il n'y a pas de problème, je ne vous jugerai pas. Moi, personnellement, je n'y crois pas. D'ailleurs, la CNIL est aussi inquiète que moi sur cette problématique. La CNIL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'organisme ultra-étatique qui est chargé de surveiller la liberté des citoyens, des lois qui sont mises en place et donne des recommandations au gouvernement ou aux juges pour dire si oui ou non il y a atteinte à la liberté individuelle. Et donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est encore plus facile de mettre en place la reconnaissance faciale. Il suffit de prendre en photo quelqu'un et l'algorithme de l'application l'identifie en quelques secondes grâce à toutes les photos qu'il a postées de lui sur Internet. Vous voyez, ils ont développé maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, un dispositif qui permet d'avoir l'historique de qui vous êtes grâce aux photos que vous avez postées et de faire le lien avec tout ce que vous avez fait sur Internet. Il n'y a plus d'anonymat sur Internet. C'est ce que nous avait vendu dans les années 90 et 2000. Vous êtes anonyme sur Internet. C'est le monde de l'anonymat et de la liberté. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ce qui est fondamentalement pas vrai. Car dès le départ, Internet était conçu pour avoir une application militaire de police et de surveillance. Et aujourd'hui, on voit que c'est la réalité. Et cette banque de données est constituée à partir des photos que vous postez sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore YouTube. Et oui, c'est un traitement de données très intrusif, nous dit la directrice de la protection des droits et des sanctions à la CNIL. Ce traitement est en l'état illicite, c'est-à-dire illégal, puisque les personnes n'ont pas consenti au traitement de leurs données. Et par ailleurs, elles ne peuvent pas exercer leur droit d'accéder à ces données puisqu'ils ne sont même pas au courant qu'elles existent et ainsi demander leur effacement. D'ailleurs, l'entreprise Clearview AI a été condamnée par la CNIL à une amende de 5,2 millions d'euros. Mais elle refuse de la donner. Elle refuse de se plier à cette mise en conformité. Vous comprenez ? Et d'ailleurs, pourquoi se refuse-t-elle à payer cette amende ? Eh bien, elle va nous l'expliquer par elle-même. Cette entreprise Clearview AI a été fondée en 2017. Et elle nous dit ses clients se trouvent aux États-Unis. Pardon ? Donc, vous collectez sur Internet dans différents pays du monde, mais les clients qui achètent ensuite les programmes que vous avez mis en place sont aux États-Unis. Mais pourquoi les États-Unis veulent-ils connaître ce qui se passe sur la planète entière ? C'est parce que les États-Unis veulent contrôler ce qui se passe sur la planète entière. Et les clients de Clearview, ce sont la police locale des États-Unis, les services de l'immigration des États-Unis, les douanes américaines et les entreprises privées. C'est donc tout un système de surveillance militaire et policier qui est mis en place. Et que ces sociétés d'intelligence artificielle ont compris ce que la société américaine voulait et donc leur fournit. D'ailleurs, ces sociétés sont elles-mêmes américaines. Donc, je dirais, la boucle est bouclée. Et oui, cette reconnaissance faciale est déjà un outil qui est accessible au grand public. Et l'Union européenne et la France tentent de devenir un cadre, mais c'est déjà trop tard. La machine est lancée et il sera difficile de l'arrêter. Effectivement, ces outils ouvrent la possibilité, pour une durée de 3 ans, d'exploiter cette technologie dans certains cas, comme dans les enquêtes criminelles les plus graves. Mais en vrai, on sait très bien que ça ne va pas se cantonner uniquement à la lutte contre le terrorisme. Il va y avoir une application beaucoup plus large qui va concerner chacun d'entre nous pour être surveillé et pour être sûr que vous n'êtes pas potentiellement demain un de ces terroristes. Et bien sûr, ils vont faire avec cet outil ce qu'on appelle de la prévention. Et grâce à la prévention, ils vont avoir le droit, de manière légale ou illégale, de vous surveiller pour être sûr que demain, vous n'êtes pas potentiellement un terroriste qui viendrait mettre de la zizanie, du trouble à l'ordre public. Cette reconnaissance faciale, il faut le savoir, grâce à l'entreprise qui s'appelle PIM Eyes, elle a
dans sa bibliothèque plus de 900 millions de visages qui sont potentiellement reconnaissables et qui peuvent constituer pour la police, pour l'armée, une bonne base de données pour vous surveiller. Ces données biométriques ne seraient en théorie jamais liées à une personne particulière ou des informations personnelles, nous disent-ils. Mais pourquoi donc s'attarde-t-il à vouloir photographier toute la planète? On va bientôt dépasser le milliard de visages qui ont été photographiés. Et je pense leur but, c'est de photographier les 7 ou 8 milliards d'habitants qu'il y a sur cette planète. Ils veulent que chaque individu sur cette planète soit répertorié dans leur registre militaire ou policier. D'ailleurs, on voit bien que même les banques suivent. Certaines banques en Thaïlande ont adopté la reconnaissance faciale. Maintenant, plus besoin de mot de passe. Il suffit de mettre son visage devant son téléphone pour que automatiquement vous ayez accès aux services bancaires. Et cela est effectif depuis un moment. Et à partir du mois de juillet, tous les clients seront obligés en Thaïlande d'utiliser la reconnaissance faciale. Et cela à partir d'un certain seuil, environ 50 000 bahts thaïlandais, ce qui correspond à environ 1 300 €. Mais je vous fais le pari qu'avec certains événements qui pourraient se passer dans l'avenir, ce seuil va être abaissé progressivement et on va arriver au seuil de 0 €. Et vous verrez que dès 1 €, il faudra tout de suite avoir cette reconnaissance faciale et prouver, comme on dit, patte blanche pour pouvoir accéder aux services bancaires. C'est assez hallucinant. Et d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement a expliqué que cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre d'initiatives plus ambitieuses de lutte contre la cybercriminalité. Encore une fois, sous l'aspect de vouloir nous donner la paix, de vouloir nous donner la sécurité, ils vont être de plus en plus intrusifs et nous allons dire oui, nous voulons cette paix, nous voulons cette sécurité, donnez-la nous parce que nous sommes troublés par les fauteurs de troubles, par les cybercriminels et nous voulons que le gouvernement nous protège contre ces cybercriminels. Et nous allons accepter ce qui arrive et nous le faisons déjà. Les banques commerciales aussi ont été contraintes de mettre en place des mesures pour lutter contre la cybercriminalité. Et vous allez voir que progressivement, toutes les banques de la planète vont adopter ce même système. Et nous, au départ, nous allons penser que c'est très utile, qu'on n'avons plus à oublier « Oh, j'ai oublié mon mot de passe, je ne sais plus quel est mon mot de passe. Mince, il faut que je redemande un nouveau mot de passe. » Oui, en apparence, ça va apparaître comme étant beaucoup plus facile pour nous. Mais en vrai, nous tombons dans le piège en acceptant leur option de facilité. C'est pour mieux nous surveiller qu'ils vont pouvoir nous proposer une solution qui, en apparence, nous paraît beaucoup plus moderne. Ça ne s'arrête pas là. Les banques, comme on vient de le voir, vont aussi passer à un stade supérieur. Et d'ailleurs, l'Union européenne a déjà décidé de passer à la monnaie numérique. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils vont progressivement arrêter la circulation des billets et des pièces de monnaie pour qu'il n'y ait plus qu'en circulation des monnaies numériques, impalpables, intangibles, ce qui sera beaucoup plus facile pour contrôler la population. Évidemment, les banques seront capables de dire qui a le droit de commercer, qui a le droit d'avoir un compte et comment ils pourront bloquer ce compte si jamais vous ne répondez pas aux critères que elles-mêmes, banques commerciales, ont mis en place, mais également aux critères que les gouvernements vont imposer aux banques commerciales de mettre en place. C'est-à-dire qu'on va décider qui sera un bon citoyen et qui ne sera pas un bon citoyen, selon les critères qu'ils auront décidés, au nom de la paix et de la sécurité mondiale. Et donc, l'Union européenne est rentrée dans cette étude pour pouvoir mettre en place très rapidement une monnaie numérique. Et l'article nous dit qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à mettre en place cette étude, mais ils veulent aller plus loin. Et ils se donnent jusqu'à 2025 pour mettre en place cette monnaie numérique. Parce que 2024 était le premier objectif, mais ça paraît trop court. Mais à partir de 2025, je peux vous m'assurer, mes amis, que nous allons passer à la monnaie numérique, ce qui permettra de contrôler qui peut vendre et qui peut acheter. Continuons cette étude. On voit que si l'Union européenne ne fait que démarrer, certains ont démarré sur les chapeaux de roue. Et encore une fois, les Chinois sont bien en avance parce qu'eux, ils ont déjà mis en place la monnaie électronique et tous les fonctionnaires sont maintenant
payés en monnaie numérique. Il n'y a plus besoin. Les salaires sont payés en monnaie numérique en Chine pour les fonctionnaires. Il n'y a plus besoin d'espèces. C'est ainsi que l'État, on le sait, en Chine, et qui a la mainmise sur la population, est encore plus intrusif et agit avec autoritarisme sur ce que les citoyens peuvent faire. La liberté est donc encore plus circonscrite dans ces pays et nous en prenons également le même chemin. Les États-Unis, bien sûr, a pris un peu de retard par rapport à l'Union européenne et la Chine. Mais ils vont rattraper ce retard comme d'habitude. Et depuis décembre 2022, la Fed de New York a décidé avec certaines et la plupart des grandes banques américaines de se joindre au projet d'un dollar numérique. Vous voyez, je pense que d'ici 2 ou 3 ans, nous allons rapidement arriver à la monnaie numérique et nous saurons qui sera capable d'acheter ou vendre, qui sera interdit d'acheter ou vendre sur cette planète. Nous y arrivons très rapidement. D'ailleurs, même à l'intérieur des banques, comme le directeur général délégué de la BNP Paribas, banque française, se pose la question de l'utilité d'un euro numérique. Pourquoi veut-il faire un euro numérique? Ils ne comprennent pas pourquoi ils veulent un euro numérique. Parce qu'ils ont déjà un autre projet. Ce projet qui vise à aider et à prévoir, à avoir un portefeuille numérique, existe déjà par les banques commerciales, mais il va être dépassé parce que l'État, les gouvernements ne veulent pas laisser la sphère privée prendre de l'avance sur le numérique. Alors, ils vont essayer de rattraper ce retard pour que l'État garde la mainmise sur la circulation de la monnaie, y compris la monnaie numérique. Et oui, l'euro numérique se veut de son côté une réponse à la dématérialisation croissante des paiements et à la multiplication des crypto-monnaies ou de versions numériques de devises. En effet, ce projet vise à concurrencer les géants américains comme Visa Mastercard et ce premier test de déploiement progressif arrivera en 2024. Mais l'euro numérique sera lui, à ce moment-là, loin d'être prêt. Il pourrait être lancé d'ici 4 ans, dit-on. Mais vous verrez que ça va venir, j'en suis sûr, beaucoup plus vite parce qu'il y aura la concurrence entre la Chine, l'Union européenne et les États-Unis. Et aucun d'eux ne voudra être en retard dans cette révolution historique. S'il n'y avait que le monde commercial ou le monde des banques ou pour se déplacer, mais non, il y a aussi le monde médical qui s'y met. Le monde médical se met également à l'identité numérique. De si bien que c'est déjà en place lorsque vous allez faire un acte médical, que ce soit une radio, une échographie, ou que vous allez voir un professionnel de santé dans un hôpital ou ailleurs, et qu'on ne vous connaît pas de manière habituelle, ils ont maintenant l'obligation de vous demander une pièce d'identité. Et imaginez-vous, si demain la pièce d'identité est couplée avec une reconnaissance faciale, alors ils pourront vous suivre dans tous les domaines de votre vie. Et oui, maintenant, en France, il est obligatoire de présenter sa carte d'identité si on veut avoir accès à des soins. Il faut que vous soyez revêtu d'un matricule qu'on appelle l'INS. L'INS, c'est l'identité nationale de santé. Et ainsi, vous pourrez avoir accès au monde médical. Si vous donnez votre nom de naissance, votre prénom de naissance, votre date de naissance, votre sexe et votre lieu de naissance. Quoi de plus qu'il faut pour vous identifier? Cela suffit. Vous voyez, même le monde numérique et médical s'y met. D'ailleurs, à leur surprise générale, le ministre du Budget a proposé de fusionner la carte vitale et la carte d'identité. C'est ainsi qu'on pourra encore mieux vous pister si, en fait, les deux sont croisés. Et c'est ce qu'il compte faire. D'ailleurs, il ne s'inspire pas de n'importe où. Il a vu que ce soit en Belgique, au Portugal ou en Suède, ces modalités existent déjà et sont déjà en test. Alors la France a trouvé que c'était une bonne idée et donc emboîte le pas de ces pays. C'est ainsi que si la CNIL est profondément opposée à la mise en place de ce système et qu'elle trouve que la solution d'une carte vitale biométrique serait bien plus efficace, j'aurais tendance à dire peu importe. Que ce soit la fusion de la carte d'identité et de la carte vitale, ou que ce soit une carte vitale biométrique. Dans tous les cas, on saura exactement qui vous êtes. Et oui, il y aura certes moins de fraude. Vous ne pourrez plus prêter
pour ceux qui étaient malhonnêtes, évidemment, votre carte vitale à quelqu'un d'autre pour bénéficier de soins gratuits ou semi-remboursés. Néanmoins, vous voyez bien que le monde moderne veut vous pister. Et dans le monde médical, ce ne sera pas une exception. D'ailleurs, l'assurance maladie elle-même a émis de très fortes réserves sur ce projet. Et en effet, elle trouve que cela aura un effet minime dans la lutte contre la fraude. Mais pourquoi donc alors s'acharner à vouloir rendre tout numérique si ce n'aura pas pour effet de lutter contre la fraude? C'est parce que, en fait, comme on l'a vu dès le départ, leur mission, leur but est bien plus élevé que simplement lutter contre la fraude. C'est avoir une vue et un contrôle sur chaque individu peuplant cette planète. Ils veulent savoir ce que vous faites, ce que vous faites, quand vous le faites, et pouvoir catégoriser les personnes selon les grilles qu'ils mettent en place pour savoir qui est un bon citoyen, qui est un mauvais citoyen. Et oui, la fusion entre carte vitale et carte d'identité ne permettent pas la fraude. D'ailleurs, on s'est rendu compte que les 3/4 de la fraude sont imputables d'abord à ce qu'on appelle les médecins et les professionnels de santé. Ce ne sont pas en fait les usagers, les malades qui fraudent le plus. Ce sont plutôt les professionnels de santé. Et pourtant, ce n'est pas eux qui sont l'objet d'une surveillance, ce sont la minorité qui fraude. On peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi ce ne sont pas les vrais voleurs qu'on surveille, mais c'est une minorité qu'on veut surveiller? L'OMS est en discussion depuis maintenant l'affaire du Covid pour obliger tous ceux qui sont affiliés à l'OMS à mettre en place ce qu'on appelle un pass sanitaire mondial. Nous, en Europe, nous l'avons vécu parce que nous avons vu que nous avons dû mettre en place, pour ceux qui l'ont accepté, et bien sûr sous la contrainte, parce qu'on a bien vu que ceux du réseau hospitalier ont été obligés de démissionner parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Mais pour la population, en dehors des professionnels de santé, sous la contrainte d'avoir accès à certains services, sous la contrainte de pouvoir se déplacer librement, il a fallu mettre en place un certain nombre de vaccins avec un passeport vaccinal sur le plan européen. Eh bien, ils veulent l'étendre au niveau mondial pour que si vous voulez circuler, il faudra encore une fois montrer patte blanche et montrer que vous avez tous les vaccins recommandés par l'OMS, même ceux qui, pourtant, ne pourraient pas être bons pour votre santé. Et certains professionnels sont déjà élevés contre ça. Et pas plus tard que ce mois-ci, un pharmacien français a réussi à obtenir gain de cause en justice parce que, en fait, il a prouvé que par ses connaissances professionnelles, il avait le droit de refuser les vaccins imposés par le gouvernement, alors qu'il avait été lourdement sanctionné et il avait failli perdre donc son commerce. Mais on voit bien que le but initial, ce n'est pas forcément de protéger la population, c'est de surveiller cette population. Et oui, le directeur général de l'OMS développe des liens étroits avec le pape François. Et c'est à l'occasion, justement, de l'épidémie du Covid-19 qu'on a découvert que les deux avaient le même agenda. D'ailleurs, il salue sa sainteté pour avoir été d'un grand soutien dans la mise en place de ce passeport sanitaire mondial et donc, bien sûr, européen. C'est pourquoi, en conclusion, la présidente de la CNIL, qui est donc celle qui garantit à tout citoyen la liberté sur la vie privée, nous dit que tous les pans de notre vie sont devenus traçables. Tous les pans de notre vie. Nous l'avons vu, que ce soit dans l'espace public, que ce soit dans l'espace privé, que ce soit dans notre navigation Internet, que ce soit sur le plan médical, que ce soit pour avoir accès aux services bancaires. Il n'y a pas un seul pan de notre vie qui ne soit pas devenu traçable numériquement. Le but qui avait été créé en créant ces objets connectés, c'était une surveillance générale de la population. Et nous y sommes aujourd'hui. Tout le monde n'est pas conscient que
Aujourd'hui, tous les pans de notre vie sont traçables, dit la présidente de la CNIL. Quand le paiement en espèces est remplacé par des paiements électroniques, chaque acte d'achat est maintenant tracé. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre sans qu'on sache si oui ou non vous faites quelque chose qui est acceptable ou non. Grâce au portable, il est très facile maintenant de géolocaliser en temps réel chaque individu, puisque tout le monde a toujours un portable dans sa poche. Et ce qui est incroyable, c'est que alors que les portables coûtent excessivement cher, beaucoup de consommateurs sont prêts à dépenser des fortunes pour obtenir ce portable qui est celui qui sera le mouchard, qui sera soit dans votre sac, soit dans votre poche. C'est fou ça, ce qu'ils ont réussi à faire. C'est incroyable comment ils ont réussi dans le passé, comme pour les secteurs de la banque et de l'assurance, à aussi également à tracer nos déplacements. Et pas seulement en fait sur le web, également nos déplacements en voiture. Maintenant, les voitures sont tellement connectées qu'ils sont capables de savoir non seulement où vous allez, mais à quelle vitesse vous roulez, quels sont vos comportements, qu'est-ce que vous dites dans l'habitacle que vous pensez être totalement hermétique, quelle conversation vous pouvez avoir. Nous sommes totalement pistés du début à la fin. Aucun pan de votre vie est devenu intraçable. D'ailleurs, l'intelligence artificielle va accélérer cette surveillance parce qu'elle se nourrit de tout contenu numérique que nous laissons sur Internet. Lorsque nous allons donc sur ces réseaux sociaux et tout ce que nous pouvons écrire, tout ce que nous pouvons poster comme photos, comme vidéos, va nourrir l'intelligence artificielle, elle va lui permettre d'encore mieux nous connaître et de savoir qui nous sommes, afin que ces instances gouvernementales, militaires et policières puissent nous suivre et anticiper ceux qui pourraient nuire à la bonne vivre ensemble de nos sociétés. Car ceux qui veulent pister, c'est ceux qui justement vont à l'encontre de cette voie unique dans laquelle ils veulent tous que nous rentrions. Car effectivement, très rapidement, nous nous rendons compte qu'il y a de moins en moins de liberté et que tout est fait, tout est poussé pour que nous ayons tous un même langage sur cette planète. Que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur le plan médical ou que ce soit sur le plan de la morale, tout est fait pour que dans l'ensemble des cultures de cette planète, nous ayons tous une même pensée. C'est fou ça. Là où nous croyons avoir de la liberté, finalement, tout est fait à travers ces objets connectés pour que nous soyons tous, en fait, comme des moutons. Par exemple, en 2019, on s'est penché sur la reconnaissance faciale de la CNIL. Mais nous voyons bien que cela n'a rien changé. La CNIL, qui devait être celui qui devait nous protéger contre les abus des gouvernements ou des sociétés privées, se trouve totalement dépassée par ce qui se passe. Ce n'est pas donc dans les hommes que nous pouvons avoir un espoir de nous protéger contre les abus des gouvernements et des entreprises privées. Et pour vous en convaincre, il suffit de voir comment une société, un pays, en temps réel, à l'échelle mondiale, sert en fait d'expérimentation à toute la planète. Et ce pays est assez grand pour être crédible. Il s'agit de l'Inde. En Inde, il est maintenant demandé à la population de s'identifier par un numéro à 12 chiffres. Sur une base volontaire, dit-on. Mais pourtant, ceux qui ne le font pas volontairement se voient refuser l'accès à certains services, et notamment des services de protection sociale, donc médicale, mais aussi des services bancaires. Donc depuis 2009, ils ont décidé de prendre l'Inde en exemple pour voir ce que toute la planète entière pourrait vivre. Et donc, ils obligent de manière indirecte la population à venir se faire photographier l'iris et le visage. Vous comprenez que le visage, on pourrait le changer via la chirurgie esthétique. Il serait possible de changer le visage. Mais ils ont pensé à cette subtilité que certains petits malins pourraient avoir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, nous allons photographier l'intérieur de l'œil, l'iris, de sorte que il sera très difficile pour ceux qui voudraient échapper, qui voudraient faire de la chirurgie pour tromper nos objets connectés,
de tromper l'iris grâce à l'intelligence artificielle. Et ils vont associer ces photographies de l'iris à un nom, à un sexe, à un lieu de naissance, pour que nous soyons tous fichés les uns après les autres. Et grâce à ça, le gouvernement indien a encouragé les citoyens à associer leur numéro à 12 chiffres à différents services comme les cartes SIM, le régime de protection sociale, les comptes bancaires. Elle contient des données tellement personnelles et sensibles. Et pourtant, le gouvernement ne peut même pas les protéger. Parce qu'en mai 2017, il y a eu le Center for Internet and Society, qui est basé à Bangalore en Inde, qui a obtenu le détail de pas moins de 130 millions de cartes contenant ces données sensibles. Et devinez qu'est-ce qu'il y avait sur ces cartes. Il y avait les noms des personnes, bien sûr, mais il y avait aussi des choses auxquelles on ne s'attendrait pas. Les religions des personnes, les castes des personnes, les adresses personnelles des personnes, les numéros de téléphone des personnes, les numéros de compte bancaire des personnes. Mais quoi que de plus étonnant, c'est de voir en fait que même les religions des personnes sont donc inscrits dans ces bases de données. Et ce qui est fait en Inde, on le sait, sert de marché à ce qui va se passer sur le plan mondial. Waouh! On comprend donc que le but militaire de surveillance policière qu'il y a derrière tout ça, c'est de savoir quelle est votre religion, en quoi vous croyez, et comment donc on peut influencer sur ce que vous croyez afin qu'il n'y ait qu'une seule religion mondiale. En effet, c'est ainsi que je vous disais en introduction que la Bible avait parlé que dans les derniers jours qui vont précéder le jour du Seigneur correspond au retour de Jésus-Christ, qui lui-même viendra comme un voleur dans la nuit. Les hommes, non pas ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ, mais tous les autres, ces hommes-là diront « paix et sûreté ». Nous voulons paix et sûreté. Vous, gouvernement pour lequel nous avons élu, pour qui nous avons mis notre bulletin de vote, pour vous, donnez-nous la paix et la sûreté que nous n'avons pas à cause de la cybercriminalité, à cause des terroristes, à cause de ceux qui ne pensent pas comme nous. Nous voulons que vous les surveilliez pour que nous puissions, nous, avoir la paix et la sûreté. Et quand ces hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme qui est enceinte. Personne n'échappera. C'est ainsi que nous voyons à travers cette revue de presse à quel point en fait la Bible est assez précise dans ce qui va passer dans les derniers jours qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Quand les hommes crieront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendront et le Seigneur ne tardera pas à revenir pour mettre fin à leur agissement. En effet, si tu veux la paix, dit la locution latine, il faut préparer la guerre. Et ceux qui font ça connaissent les prophéties bibliques et savent qu'une guerre, non pas militaire, mais spirituelle, est en train de se préparer. Et donc, ils mettent en place, petit à petit, tous les outils à travers les objets connectés pour préparer cette guerre entre deux mondes spirituels qui s'opposent, ceux qui suivent Jésus-Christ et ceux qui ne suivent pas Jésus-Christ. Et c'est ainsi que je vous invite, dans quel camp vous situez-vous? Dans quel camp voulez-vous aller? Voulez-vous aller dans le monde majoritaire de ceux qui suivent le monde pour avoir la paix que le monde propose? Mais cette paix que le monde va proposer et va obtenir, la Bible nous dit qu'elle s'effondrera comme un château de cartes parce qu'une ruine soudaine va survenir sur ceux qui ont placé leur confiance dans les hommes au lieu de placer leur confiance dans le Dieu qui a créé le ciel et la terre et celui qu'il a envoyé pour nous sauver, Jésus-Christ, le juste. Il a promis de nous revenir. Et parce qu'il veut qu'on croie en son retour, il nous a donné un certain nombre de prophéties bibliques qui se sont en majorité toutes accomplies à la lettre et dans les périodes de temps qu'il avait fixées. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophéties datées. Il n'y a plus que des signes qui nous montrent vers quel chemin nous nous rendons. Et ce chemin, il est simple, il est certes étroit et périlleux, mais il nous amène vers l'abri sûr que Jésus nous a mis en place pour notre sécurité. C'est lui que je vous propose de suivre,
que je vous propose d'écouter à travers ces prophéties bibliques pour vous montrer que bien avant que les choses soient mises en place, il nous a prévenus d'avance de ce qui va se passer. Oui, il y a en fait des hommes qui préparent une guerre spirituelle pour s'opposer au retour de Jésus-Christ qu'ils ne veulent pas voir arriver. Parce que le monde qu'il propose de faire vivre à cette planète est totalement opposé au monde que Jésus-Christ veut nous apporter. Et pourtant, il nous a dit, avant de monter au ciel, à ses disciples, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais c'est une paix durable et profonde qui vous assure que quoi qu'il vous arrive, que ce soit même la maladie ou la mort, je vous promets de vous ressusciter au dernier jour lorsque je reviendrai vous chercher. Je vous donne ma paix. N'ayez pas de crainte sur ce qui va survenir dans ce monde. D'ailleurs, beaucoup vont dire « Ah, mais ça encore, ce sont des fables. » Ce sont des fables. On sait très bien que ça n'existe pas. Il va y avoir des moqueurs qui vont prendre et tordre ce que je suis en train de vous expliquer pour dire « Mais non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. » Mais ils avaient dit la même chose pour la Saint-Barthélemy. Vous connaissez l'histoire de la Saint-Barthélemy ? Je vais vous la raconter rapidement. Il y avait donc le protestantisme qui était né par Martin Luther dans les années 1530. Et très vite, l'Europe était à feu et à sang parce qu'il y avait des guerres internes entre les catholiques et les protestants. Quand en France, il y a eu donc un futur roi qui était Henri de Navarre, qui va devenir Henri IV, s'est converti au protestantisme, il s'est marié avec quelqu'un qui était du clan des catholiques, mais qui s'était converti. Mais tout le reste de sa famille était resté catholique. Et on s'était dit que par le biais de cette union, c'était le début de la fin des persécutions des protestants, c'était là le début de la fratrie et la fraternité humaine et spirituelle chrétienne, et que ces guerres qui dévastaient l'Europe allaient enfin cesser. Mais c'était sans compter sur les plus acharnés et extrémistes de ces personnes qui ont décidé de reprendre la guerre et de massacrer tous les protestants qui étaient venus innocemment assister à ce mariage de raison et d'amour pour voir que finalement, ils avaient décidé de mettre à mort tous les cadres protestants qui existaient en France. Il y a eu, dit l'article, que de très rares rescapés dans le massacre de la Saint-Barthélemy. Et pourtant, tout le monde disait que grâce à ce mariage, jamais les catholiques ne dépasseraient la ligne rouge. Plus proche de nous, lorsque il y a eu également des chars militaires par milliers qui se sont amassés à la frontière ukrainienne, le président Macron, les spécialistes de la Russie ont tous dit « Ne vous inquiétez pas, jamais ils vont passer la frontière, jamais il y aura de guerre d'ampleur en Europe. C'est terminé, ça fait partie du passé. » Et que voyons-nous aujourd'hui ? Les Russes ont envahi l'Ukraine. Et il y a eu guerre jusqu'à aujourd'hui entre les Ukrainiens et les Russes. Et pourtant, il disait, ne vous inquiétez pas, cela ne va jamais arriver. De même, il y a eu, vous connaissez, le massacre des innocents. Que s'est-il passé au massacre des innocents ? À la naissance de Jésus, Hérode était sur son trône. Et lorsqu'il a appris par les rois mages, ces rois qui venaient de Perse, qu'il y avait un petit enfant qui devait régner à sa place, et ce petit enfant était celui qui avait été promis depuis le Jardin d'Éden pour sauver la race humaine de la malédiction, du péché et de la mort. Hérode n'a pas souhaité laisser sa place à l'espoir de l'humanité. Et il a fait semblant de vouloir adorer ce petit enfant en demandant que ces rois mages prennent des informations exactes sur ce petit enfant. Mais il avait à l'idée de l'assassiner, de le tuer. Et quand il a vu que les rois mages ne nous rapportaient pas ces informations exactes, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé son armée pour tuer des enfants de 0 à 2 ans, c'est-à-dire des innocents. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse, pour ceux qui ne connaissent pas l'Apocalypse, que le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et dès lors qu'elle a enfanté son fils, qui doit paraître pour paître toutes les nations,
avec une verge de fer, son enfant fut élevé et enlevé vers Dieu et vers son trône. De manière allégorique, l'Apocalypse nous disait que Hérode était animé par le diable, ce dragon, et que derrière Hérode se trouvait en fait Satan lui-même, qui poussait Hérode à vouloir tuer Jésus. Car l'ennemi de Jésus, c'est Satan. Et la plus grande supercherie de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Parce que comme il est invisible, il se passe à travers les esprits humains pour agir. Et ce qu'il déteste le plus, c'est Jésus-Christ et tous ceux qui reflètent l'image de Jésus-Christ. Alors, que va-t-il se passer à la fin des temps? Que va-t-il se passer? Ellen White, qui est la prophétesse du mouvement adventiste, nous explique qu'à l'heure où le peuple de Dieu, c'est-à-dire les 144 000, ce chiffre symbolique qui regroupe tous ceux qui vont vivre avant l'arrivée de Jésus-Christ, sera privé de la protection des lois humaines et où on approchera le moment fixé par décret, le décret de mort de ce peuple de Dieu qui refuse de se plier à la majorité. Il se produira simultanément dans différents pays un mouvement en vue de l'extirpation de la secte détestée. En une nuit, tout comme du temps de la Saint-Barthélemy, il sera choisi pour porter un coup décisif qui réduira au silence les voix dissidentes et réprobatrices. Et les 144 000 traverseront un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent sur la terre. Ils endureront les angoisses de la détresse de Jacob. Ils subsisteront sans intercesseur au milieu du déchaînement final des jugements de Dieu. Mais, gloire à Dieu, ils seront délivrés, car ils auront lavé leurs robes et ils auront blanchi dans le sang de l'agneau. Car dans leur bouche, il ne sera trouvé aucun mensonge. Ils seront jugés de la part de Dieu irrépréhensibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, reprenons l'image de ce qui s'est passé du temps d'Hérode. Du temps d'Hérode, Hérode a passé la ligne rouge pour aller tuer des innocents, des bébés. Et ces bébés représentent symboliquement, de manière prophétique, les 144 000. Ces 144 000 sont aussi innocents que des enfants, des bébés de 0 à 2 ans. Car dans la foi qu'ils auront mis dans la crucifixion de Jésus-Christ, ils auront obtenu de refléter parfaitement l'image de Jésus. Et ce reflet de l'image de Jésus va rendre fou de rage Satan, qui va pousser les hommes à travers les réseaux connectés à attraper ceux qui ne se seront pas pliés à ces injonctions. C'est ainsi que ces objets connectés ne sont que la préparation de la guerre pour que Satan puisse identifier, sans pouvoir se tromper, ni même sans pouvoir que ces personnes ne s'échappent de ses mains, les 144 000. Et c'est ainsi que si Jésus a pu échapper à Satan à l'époque d'Hérode, il est resté amer sur cette défaite. Et il sait que les 144 000 seront ce peuple à la fin des temps qui seront le seul sur la planète à refléter parfaitement l'image de Jésus-Christ. Parce que dans leur bouche ne sera trouvée aucune fraude. Ils seront jugés innocents, comme ces bébés du temps d'Hérode. Et parce qu'il sera enragé de revoir l'image de Jésus-Christ sur la terre, il va pousser les hommes qui ne seront pas fait alliance avec Jésus à poursuivre, comme dans une chasse à l'homme, ceux qui sont restés fidèles à Dieu pour les tuer. Et la meilleure manière de les tracer, c'est grâce aux objets connectés. Le web, la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale. Comment échapper sur la planète si tout le monde est fiché et si tout le monde a son visage? Jésus a pu partir avec Marie et Joseph. Et quand il est parti en Égypte, personne ne connaissait leur visage. Donc ils ont pu être dans l'anonymat le plus total, en attendant que Hérode meure et qu'il revienne sur la terre d'Israël. Mais ce ne sera pas le cas des 144 000. Ils seront clairement identifiés. Leur visage, leur iris seront clairement identifiés.
Il sera impossible, quel que soit l'endroit de la planète sur lequel ils voudront aller se réfugier, qu'ils puissent se balader en étant de totales anonymes. Eh oui, vous avez pensé à cela? Que tous ces objets connectés n'ont qu'un seul but, c'est d'atteindre les 144 000 à la fin des temps, tout comme il voulait attraper Jésus, il voudra à la fin des temps attraper ceux qui sont restés fidèles à Jésus-Christ et qui obéissent aux commandements de Dieu, aux 10 commandements de Dieu, sans exception, et qui gardent le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, c'est l'esprit qui nous fait prendre confiance dans la parole de Dieu, que ce qu'il a dit sera accompli. Car aucune parole ne sort dans la bouche de Dieu sans qu'il revienne à lui et ait produit les effets escomptés. Voilà mes amis, on sait que grâce à la Bible, que ce sera un échec. Mais on sait aussi que grâce à la Bible, ces 144 000 vont vivre une angoisse telle qu'aucune nation avant eux n'a connue. Je ne sais pas dans quel camp vous voulez vous trouver. Mais ce que je sais, c'est que moi, je veux me trouver dans le camp des 144 000. Et grâce à la parole réconfortante de Jésus, je sais que malgré toutes les angoisses, la victoire nous est promise. Je vous invite à faire un choix décisif. Dans quel camp voulez-vous vous trouver? Quel est l'usage que vous avez de ces objets connectés? Déconnectez-vous de ces objets et connectez-vous à la vraie source de celui qui peut vous donner, vous garantir la vie pour l'éternité. La vraie connexion doit se faire avec le Dieu du ciel et son Fils Jésus-Christ. Je vous en supplie. J'espère que cette revue de presse et cette étude prophétique vont vous donner l'envie de revoir comment vous vivez avec ces objets connectés. Et vous posez la question, mais avec qui réellement je souhaite me connecter? Est-ce avec mes amis de manière horizontale? Ou est-ce avec le Dieu du ciel qui m'a créé et qui a promis de revenir pour tous ceux qui veulent faire alliance avec lui dès aujourd'hui? Je vous invite à me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Mon email, c'est bulletinmétéoprophétique, tout attaché, @gmail.com. Je serai ravi de pouvoir poursuivre cette étude avec vous, que ce soit en privé ou en public. Paix et sûreté, le monde va crier. Paix et sûreté à travers les objets connectés. Mais ils n'y arriveront pas. Car la paix que ces hommes vous proposent n'a rien à voir avec celle que Jésus-Christ vous propose. Je souhaite que vous fassiez alliance avec lui, comme moi j'ai fait alliance avec lui, et que ma paix, personne ne pourra jamais me l'enlever. Que Dieu vous bénisse abondamment, et je sais qu'on se retrouvera bientôt pour un nouveau bulletin météo.